Un site Internet tel que conçu aujourd'hui, c'est-à-dire au départ comme une carte de visite, peut-on le transformer en faire un moteur de croissance? Alors c'est une question extrêmement intéressante que vous posez là, Thierry. Il faut savoir que la plupart des entreprises qui ont un site Internet aujourd'hui, en fait, au début, c'était certainement dans les années 90, ont eu une URL, c'est-à-dire déposer leur nom, déposer leur marque, et puis se sont dit qu'est-ce que je vais y mettre derrière. Et en général, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont simplement dématérialisé une brochure, une documentation commerciale, pour occuper un espace. À l'époque, je me souviens, je suis encore jeune, mais j'étais bien jeune à l'époque encore, et Internet, c'était uniquement une question d'informaticien. C'est-à-dire que les gens étaient ingénieurs, étaient webmasters. Il n'y avait pas à proprement parler une réflexion communication, stratégie, marketing. La différence aujourd'hui avec l'Internet d'antan, on peut dire ça comme ça, puisqu'Internet a à peu près 15 ans aujourd'hui en termes véritablement opérationnels auprès des PME notamment, c'est que désormais les gens sont formés. C'est-à-dire que vous allez trouver en école de commerce des personnes qui sont formées en marketing digital, qui sont formées en stratégie digitale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui un site Internet repose essentiellement en amont sur de la stratégie, sur du business. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans mon intervention. Le but, ce n'est pas de vous citer des acronymes, de vous citer des technologies, du Java, du HTML5, non. Le but, c'est que vous fassiez des affaires avec votre site Internet. Le président a parlé tout à l'heure de situations de crise, de périodes de crise, d'incertitude. Eh bien, lorsqu'il y a crise, c'est aussi le retour à ce qu'on appelle les retours sur investissement. Donc votre site Internet, à quoi vous sert-il exactement? C'est une question parfois qui paraît naïve, mais quand on y réfléchit et quand on pose la question à un directeur de PME, un gérant de PME, finalement, il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il va nous dire c'est un outil de communication, c'est une plaquette en ligne, ça me permet d'avoir un email. En 2000, il faut maintenant réfléchir à savoir à quoi va vous servir votre site Internet. Est-ce qu'il va vous générer des ventes? Est-ce qu'il va vous générer des contacts? Est-ce qu'il va être utile, par exemple, pour la communication interne? On aura l'occasion, durant ma présentation, de vous montrer une interview de Manuloc, je crois d'ailleurs que le directeur général est dans la salle, pour vous apporter un cas concret d'une entreprise qui vraiment réfléchit, qui se projette dans les autoroutes de l'information. Tu as parlé d'Antiquité tout à l'heure, Thierry. Alors, de l'Antiquité à l'Internet, il y a un petit chemin que l'on ne va pas parcourir. Cela dit, Lyon, capitale des Gaules, qui était autrefois donc connectée à l'Empire romain grâce à la Via Romana, comme le disait Monsieur le Président. Aujourd'hui, Lyon est connecté aux autoroutes de l'information, notamment, on l'a vu, grâce à un site comme onlylion.org. Et c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Internet, levier de croissance des entreprises, cela revient aussi à se poser des questions marketing, des questions commerciales. Et nous allons donc essayer de vous donner les clés du succès pour que véritablement votre stratégie vous permette d'optimiser les résultats commerciaux de votre site Internet actuel. Alors oui, Thierry, il est possible aujourd'hui de transformer un site statique, ce que l'on appelait autrefois une plaquette sur Internet, en site dynamique, actif, générateur de contacts et générateur de chiffre d'affaires. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui de façon très concrète, avec des recettes, et peut-être aussi vous donner quelques secrets, les secrets que les web agencies ne vous donnent pas, les secrets que les agences de communication ne vous donnent pas. J'espère qu'on ne m'entend pas. Mais on va aller directement à l'essentiel et vous donner ce qui est efficace. Donc, les meilleures pratiques, nous allons les voir tout au cours de cette intervention. Je vais aussi remettre en cause des idées reçues. Vous allez voir que l'Internet mobile, par exemple, le profil type de la personne qui se connecte à Internet via un iPhone, via un iPad. Vous ne vous connectez pas souvent avec un iPad dans la rue, peut-être plutôt dans votre salon. Il y a plein de choses que l'on va voir et qui vont peut-être vous apporter un éclairage sur des notions très importantes sur l'avenir de votre site Internet. Je l'ai dit, moins de langage technique et plus de business. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décideurs d'entreprise, de directeurs commerciaux, de directeurs marketing, et c'est en priorité à eux que je vais m'adresser, puisque j'ai également cette formation-là sortant d'école de commerce. Alors, nous allons commencer par quelques anecdotes. On reparle de la crise, alors on ne va pas en parler très très longtemps parce que la crise, on le sait, elle est essentiellement psychologique, donc il ne faut pas trop forcément en parler. Mais de façon totalement anecdotique mais symbolique, lorsqu'on pose la question aux Français, quelles sont les dépenses que vous êtes prêtes à réduire avec la crise? 80% sont prêts à réduire leurs dépenses en carburant, moi aussi. 79% sont prêts à réduire leurs dépenses alimentaires.
Et aux surprises, seulement 26% sont prêts à réduire leurs dépenses d'abonnement Internet. Donc Internet, c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu vital, tout comme les télécommunications. On a l'impression, lorsqu'on n'a pas Internet, d'être coupé du monde. Et il est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas sur Internet ou qui n'a pas une présence digne de ce nom, finalement, est un petit peu coupée du monde, coupée de ses partenaires et coupée de ses clients, surtout. Thierry disait tout à l'heure, on reçoit 250 emails par jour. Le monde d'Internet est un monde effervescent où il y a énormément de choses qui se passent. Pourquoi ? Parce que interconnecté, mondialisé par essence. Ici, vous avez quelques exemples, en fait, de ce qui se passe en 1 minute. Donc là, la minute qui va s'écouler, vous allez avoir 700 000 recherches sur Internet, vous allez avoir 60 news qui vont être postées sur des blogs, vous allez avoir 600 vidéos qui vont être postées sur YouTube. Bref, vous voyez que si vous êtes une PME, si vous êtes une entreprise, j'ai travaillé autrefois dans ce qu'on appelait des World Company, Vivendi Universal, Havas, des entreprises avec des grosses équipes marketing, des gros budgets. Être visible, c'est pas très difficile. Lorsqu'on a des budgets, c'est une question de couverture, d'être présent, d'avoir le don d'ubiquité sur tous les médias. Lorsqu'on est une PME, on ne peut pas faire ça. On n'a pas ce type de budget pour assurer une visibilité. Du coup, il faut être malin et faire des bons choix. Donc vous avez vu que Internet, c'est une masse d'informations en permanence colossale. On parle aujourd'hui du big data aujourd'hui, c'est-à-dire comment on va faire le tri avec toutes ces informations qui, toutes les minutes, en fait, nourrissent l'Internet. Du coup, pour un chef d'entreprise, que vous ayez le plus beau site Internet, c'est une première étape. Mais s'il n'est pas visible, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner les recettes qui vont vous permettre, de façon très concrète, très pragmatique, sans demander des budgets énormes, de réussir ce challenge, de performer sur Internet, sans pour autant de disposer de ressources conséquentes. Tout d'abord, quelques chiffres. Et je me suis attardé principalement sur des chiffres relatifs aux PME, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais ce sont quand même les acteurs principaux de l'économie française. Et ces chiffres n'ont rien à voir avec les chiffres que l'on pourrait donner sur l'utilisation de l'Internet des sociétés du CAC 40. Le principal motivation pour les PME aujourd'hui, lorsqu'on les interroge, donc ici il s'agit d'une étude du Benchmark Group, c'est d'améliorer la visibilité du site. Donc pour la plupart des entreprises qui disposent déjà d'un site Internet, elles ont vraiment cette difficulté d'apparaître dans les moteurs de recherche, dans les résultats de moteurs de recherche, et c'est souvent à peu près le même problème, d'apparaître avant leurs concurrents. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un triangle d'or sur Google. Google, c'est à peu près 95% des recherches en fait sur Internet au niveau mondial. C'est 96% en France. Ce sont les 3 premières pages qui comptent. C'est-à-dire que l'on s'aperçoit que lorsqu'il y a une recherche, un de vos clients va faire une recherche sur Internet, les 3 premières pages, ce sont les pages, entre guillemets, qui coûtent le plus cher. Vous verrez que pour apparaître sur ces 3 premières pages, ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi une question de stratégie, de réflexion, technologique, marketing. On va les aborder. Le deuxième point, c'est refondre le site, c'est-à-dire la plupart du temps, je vous l'ai dit auparavant, ce sont des sites qui datent des années 90, ils ont un petit peu vieilli, le design est plus bon, l'ergonomie en général n'était pas étudiée, les contenus ne sont pas mis à jour. Et donc à 30%, le projet, c'est de revoir le site, de le remanier, de le rendre plus efficace et aussi de le rendre plus beau. 51% des PME ont un site, 30% en ont une utilisation active. Et là, ça pose une grande question. Nous ne sommes plus dans le cas d'une plaquette commerciale statique. Le but d'un site Internet, c'est d'être dynamique. Ce qui veut dire que sur ces 50% de PME qui ont un site, il n'y a uniquement que 30% qui utilisent en fait ce média à son plein potentiel. Nous allons voir comment on peut animer un site, quelle information on peut lui apporter et quel impact cela peut avoir sur vos affaires. 15 ans d'Internet, j'en parlais tout à l'heure. Thierry voulait me ramener à l'Antiquité, ce qui ne m'aidait pas beaucoup parce qu'il y avait du chemin à faire. Nous allons revenir en 1995. Je vous en ai parlé tout à l'heure. En 1995, je me souviens, à l'époque, je travaillais dans une grande société et je voyais marqué sur les devis « Je veux un site plaquette, je veux un site vitrine ». On était alors là dans des problématiques pures de notoriété et d'image et pas forcément de business. Il s'agissait d'être présent comme les concurrents. Y avait-il une véritable réflexion marketing? Non. En 2003, IBM inventait la notion fondamentale d'e-business
Et l'e-business a pour vocation d'être l'alliance, d'être une synergie entre le monde économique, le marketing, la technologie, pour un but, générer du chiffre d'affaires, générer des leads. Alors les leads, c'est ce qu'on appelle aussi les prospects. On verra qu'il y a des différences fondamentales entre ces deux stratégies, soit de générer du chiffre d'affaires, soit de générer des contacts. Ce sont parfois des stratégies qui se complètent, mais sur lesquelles on ne va pas utiliser les mêmes outils. Je vais y arriver. Alors l'e-business, c'est quoi ? Ici, je vais vous donner une explication de ce modèle-là qui va nous projeter au-delà de 2012. Évidemment, nous verrons des exemples qui nous concernent aujourd'hui, mais il était important que je vous donne une prospective sur l'Internet de demain. Alors l'étape 1, on en a parlé, c'était 1995, c'était la dématérialisation d'un simple outil de communication. Aujourd'hui, la plupart des PME sont en étape 2, c'est-à-dire transposer en ligne un modèle économique traditionnel. Vous le verrez, l'e-commerce, finalement, qu'est-ce que c'est que de l'e-commerce ? C'est de la VPC ou de la VAD numérique. Ce sont des modèles économiques que nous connaissons déjà. Et l'étape 3, alors l'étape 3, on en a entendu beaucoup parler en 1990, notamment avec la bulle Internet, c'était le modèle des startups, c'est-à-dire le modèle économique totalement digital. On appelle ça aussi les full players. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, des entreprises, même des PME, essayent de créer parfois ce qu'on appelle une joint venture, c'est-à-dire une filiale spécialisée sur l'Internet, tout simplement car elles ont compris qu'elles pouvaient inventer des services, innover sur des prestations et proposer des produits qu'elles ne pouvaient pas, par exemple, proposer dans un réseau de distribution classique. L'étape 2, donc la transposition en ligne d'un modèle économique traditionnel. Quelques exemples, l'e-commerce, l'abonnement en ligne avec la presse, la réservation en ligne avec l'hôtel. Il y a aussi la réservation en ligne sur du matériel. Je sais que certaines entreprises pour lesquelles nous travaillons font ce type de prestations avec leur site Internet. Le modèle économique digital, alors il ne s'agit pas pour moi de vous dire, voilà, Internet c'est la nouvelle économie, c'est plus beau que l'économie traditionnelle. Non, pas du tout. Un projet Internet aujourd'hui se réussit car il y a une chaîne de valeur, il y a une synergie entre toutes les compétences d'une entreprise. C'est-à-dire que pour que votre site Internet ait vraiment vocation à performer, il faut que la direction générale soit dans les réflexions amont. Il faut que le directeur commercial soit dans les réflexions amont. Directeur marketing, les gens de la technologie, les gens de la VPC. C'est vraiment une mobilisation globale de toute l'entreprise, tout simplement pour que votre site ne soit pas axé technologie ou purement comme interne. Un site, c'est un outil, et un outil se doit d'être complet en termes, et ça c'est du marketing et c'est fondamental, de cible, mais également de fonctionnalité. Donc comme exemple de modèle économique sur le digital, vous avez les enchères en ligne appliquées aux produits de grande consommation. Vous avez par exemple les cabinets de recrutement qui recrutent aujourd'hui via les réseaux sociaux, la vente de timbres personnalisés avec la Poste et la vente de montres personnalisées, par exemple avec une entreprise comme Swatch. Alors, je tenais à attirer votre attention sur un élément, et ça c'est fondamental. Les 3 exemples que je vous ai montrés, ce ne sont pas des innovations technologiques. Ces innovations-là ne viennent pas du département informatique d'une grande société. D'ailleurs, la plupart du temps, ces sociétés-là sont nées dans un garage. Les enchères en ligne appliquées aux produits de grande consommation, vous le savez tous, c'est eBay. Ça a véritablement commencé dans un garage. Et pour l'anecdote, je vais vous dire comment ça a commencé. C'est un monsieur qui était qui voulait faire plaisir à sa femme. Sa femme collectionnait les bonbons Pez. Vous savez, c'est des étuis avec un petit bonhomme. Et a commencé à faire une page pour échanger des packaging bonbons Pez. C'est devenu eBay. Vous imaginez un petit peu eBay qui, à un moment donné, avait quasiment la capitalisation de Boeing en bourse. Donc, ce que je veux dire par là, l'innovation Internet, elle vient aussi des dirigeants d'entreprise, elle vient aussi des directions marketing. Pourquoi ? Parce que là, il s'agit tout simplement d'invention de nouveaux modèles économiques. Alors, on va y arriver tout de suite. L'innovation en digital, elle vient par l'innovation sur la nature des revenus. Financer l'achat de produits par l'abonnement, la publicité, la gratuité. Alors je vois des gens sourire parce que la gratuité, vous savez que dans ce monde, ça n'existe pas tout à fait, vous avez raison. Il y a la gratuité gratuite et il y a la gratuité payante. Alors en parlant de gratuité payante, nous avons par exemple un modèle économique nouveau qui n'est pas forcément répandu dans l'économie traditionnelle qu'on appelle le freemium.
Le freemium, il est extrêmement intéressant parce qu'il peut s'appliquer dans des activités traditionnelles. Le freemium, on va vous donner une prestation, on va vous donner un produit, ça va être rendu de façon gracieuse, et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en avoir plus, ça va devenir payant. Donc là, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de se développer en termes de modèle Internet. Le deuxième point, critère d'innovation, ça va être innover par la relation avec le client. Je ne vais pas vous parler de GRC ou en bon français CRM, c'est-à-dire gestion de la relation client, mais il faut savoir que Internet a bouleversé fondamentalement la GRC. Pourquoi ? Parce que le coût au contact est très faible. Donc les stratégies qui vont passer par le fait de bâtir une relation avec le client passent de nos jours et dans l'avenir forcément obligatoirement par Internet pour des questions de coût au contact. Alors cette relation par le client, je ne peux pas vous la définir de façon exhaustive. Je vous amène de la matière à réflexion dans vos propres entreprises. Cette relation avec le client, elle est en temps réel. Elle peut être aussi utilisée pour des stratégies de prescription, c'est-à-dire que vous pouvez voir votre client d'une manière différente. Votre client, est-ce qu'il est là pour acheter uniquement vos solutions ou est-ce qu'il est là aussi pour vous recommander à ses partenaires et pour être un de vos meilleurs ambassadeurs ? Une réflexion que l'on peut avoir tous. Cela peut être aussi la création de communautés professionnelles. Je travaille par exemple aujourd'hui sur une plateforme pour Bouygues, une plateforme sur la construction durable qui va permettre à tous les experts d'échanger des informations, de discuter, de se donner des rendez-vous, d'organiser des séminaires à un moment donné. Ça, ce sont les communautés professionnelles. N'oublions pas non plus la relation participative avec les clients. Vous avez tous entendu parler de Web 2.0. Je crois que vous en avez tellement déjà entendu parler que je ne vais pas vous en parler, moi. Donc, grosso modo, le Web 2.0, c'est la vision participative de l'Internet. Le must, on va dire, l'étude marketing ultime, c'est de faire créer vos produits ou vos services par vos clients. Est-ce que ça nécessite des budgets importants ? Ben non, c'est quoi ? C'est peut-être un formulaire sur votre site ? C'est demander qu'est-ce que vous pensez de ce produit, qu'est-ce que vous pensez de ce service. Les améliorations, c'est quoi pour vous ? Voilà. Donc, c'est du bon sens, c'est de la pratique. Est-ce que ça nécessite d'inventer des technologies, des nouveaux langages de programmation sur Internet ? Je vous le dis tout de suite, non. La seule différence, et c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que vous allez penser à la relation client, à cette innovation. Par contre, votre département informatique n'a pas forcément cette formation ou cette philosophie. Ce n'est pas une critique que je porte là. Chacun son métier. Donc, pensez à être force de proposition, que ce soit via vos web agencies, vos SS2I ou votre DSI, pour être vecteur d'idées à valeur ajoutée sur votre site Internet. Le dernier point, c'est le contenu. On le dit souvent, le contenu est roi. Je ne vais pas aller sur des thématiques relativement complexes qui s'adressent essentiellement aux spécialistes du marketing comme le brand content, c'est-à-dire le contenu des marques. Je vais l'énoncer, c'est une grosse tendance de l'Internet aujourd'hui. L'Internet, plus par la technologie, mais par le marketing et la création de contenu. Je parlais un petit peu de Rich Media tout à l'heure. Alors, à quoi sert le contenu ? C'est extrêmement simple. À conquérir de nouveaux clients, le newbies, ça vous faites ça tous les jours, à les fidéliser et aussi à faire du retargeting. Le retargeting, c'est une notion assez pointue en marketing, mais qui se comprend très facilement parce que vous avez tous des bases de données de contacts clients. C'est toutes les opérations qui vont permettre de qualifier une base de contacts existante. C'est-à-dire, on peut imaginer que vous envoyez à votre base de contacts email une enquête. Que pensez-vous, je ne sais pas, moi, de telle tendance sur notre marché ? Toutes ces enquêtes-là vont vous permettre de qualifier vos bases de données. Qui dit qualification de base de données, qui qualification de besoins, et qui vous permettra par la suite de faire des campagnes emailing, par exemple, ou autres, mais beaucoup plus précises, avec un taux de transformation sans commune mesure. Voilà. Je vous donne un exemple aujourd'hui, d'ailleurs qui concerne Manuloc. En bougeant quelques leviers, sans avoir une portée, un changement fondamental sur l'existant, on est capable d'augmenter, et ça je m'y engage, ce ne sont pas des chiffres qui sont cités au hasard, de 30 à 40% l'audience d'un site. Imaginez-vous, si demain je vais dans votre direction commerciale et je vous dis je suis capable d'augmenter de 30 à 40% le nombre de contacts dans vos bases de données clients. C'est quelque chose de fondamental. Vous êtes assis sur un tas d'or, vous ne le savez pas.
Et il est temps maintenant d'activer ces nouveaux canaux. J'ai beaucoup parlé, je vous propose maintenant d'assister à une interview. Je vous ai parlé de Manuloc, je vais leur laisser la parole. Donc c'est un cas concret. Manuloc a fait des investissements dans le digital et je pense que la meilleure façon de vous en parler, c'est de leur laisser la parole. Alexis Krobeck, vous êtes chargé de mission à la direction commerciale chez Manuloc. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise ? Manuloc est une entreprise familiale spécialisée dans les solutions de manutention. Nous sommes présents sur toute la France et en Europe. Nous sommes plus de 1000 collaborateurs, dont 650 techniciens, et nous gérons un parc de plus de 28 000 machines. Dernier point important, Manuloc est le distributeur exclusif de la gamme Mystère en France. Pouvez-vous nous parler des motivations qui vous ont poussé à être présent sur le web ? Tous nos clients vont sur le web pour trouver des fournisseurs. Nous devions donc d'y être présents, tout simplement. De plus, en termes de communication, notre offre ainsi que les spécificités de la société Manuloc doivent être lisibles sur le web en quelques secondes. Dernier point, le web est aussi pour nous un outil de communication interne. Nos collaborateurs qui naturellement utilisent le web souhaitent que leur entreprise y soit présente et bien représentée. Qu'en pensent vos clients ? Pour nos clients, notre site web est avant tout un moyen de trouver une agence, l'agence Manuloc la plus proche de leurs opérations. Ils l'utilisent aussi pour compléter et enrichir les informations qu'ils peuvent avoir pendant les rendez-vous avec les clients. Pour donner un exemple simple et concret, si on a un commercial qui va dans une zone industrielle pour rencontrer des prospects, une des premières choses que vont faire ces prospects, c'est aller pianoter sur Internet et trouver le site de notre société. C'est là que le site intervient comme renfort de la crédibilité de l'entreprise. On va pouvoir avoir un site qui va être cohérent avec le message qui a été livré par le commercial. Et de cette manière, le site web contribue réellement au processus de vente. Alors vous nous avez parlé du rôle de votre site internet par rapport aux clients. On sait aussi aujourd'hui que les sites, c'est de la communication interne. Qu'en pensent vos collaborateurs ? Alors, toute proportion gardée, pour nous, cela a pu être un moyen de contribuer à fédérer les équipes, ou du moins apporter un petit peu de lien. Dans notre cas, nous avons refait le site web suite à la fusion entre Manuloc et le groupe Ammonite, société rachetée il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Le fait d'avoir refait le site après la fusion a permis à nos équipes de se l'approprier et ça a aussi pu contribuer au développement d'un sentiment d'appartenance à Manuloc dans les équipes. Manuloc a fait des investissements dans le digital. Aujourd'hui, pour vous, quels sont les apports du site internet par rapport à votre activité, par rapport à la marque ? En plus du gain en termes d'image et de crédibilité, notre présence sur le web nous a permis de trouver de nouveaux projets, de trouver de nouvelles idées. Pour en citer que 3. La première, l'utilisation d'Internet comme un canal de distribution pour les machines d'occasion. On pense et on travaille activement à développer une plateforme spécifique sur le web pour vendre nos machines d'occasion. Le deuxième point, un peu plus inattendu, c'est d'apporter l'information toujours plus complète à nos clients. Un moyen qui nous paraît simple et pertinent pour le faire, c'est d'utiliser les dernières technologies qu'on peut avoir avec les tablettes. Avec des tablettes en 3G, on peut amener directement dans le bureau du client ou du prospect l'information que l'on choisit. Pour donner un autre exemple, toujours sur les machines d'occasion, un client cherche une machine d'occasion, on va pouvoir aller directement rechercher dans notre base de données qui est mise en ligne sur le site web la machine d'occasion qui va correspondre le plus aux besoins du client. Machine qui sera donc disponible. La machine ne convient pas, on va en chercher une autre. On se présente comme des apporteurs de solutions aux clients et là on lui prouve par exemple qu'on est à même de lui apporter une solution sans délai directement dans son bureau. Dernier point qui est une tendance lourde actuelle, le fait d'avoir un reporting individué
pour les clients. C'est un autre axe sur lequel nous travaillons et qui est aussi le fruit du travail que l'on fait sur le web. Donc on travaille sur ces différents projets, il y en a d'autres aussi, tous n'iront peut-être pas au bout, on espère la majeure partie, mais il y a un point commun à tous ces projets, c'est que l'on souhaite toujours apporter plus de valeur ajoutée à nos clients, mais aussi raccourcir les cycles de vente. Vous nous avez parlé de votre investissement sur le digital, de votre site internet, du rôle de votre site internet auprès des clients, auprès de vos collaborateurs. Mais dans votre pratique de tous les jours en tant que professionnel, comment utilisez-vous Internet? Dans quel but? Alors on va avoir une utilisation d'Internet qui est relativement classique. Le premier point, c'est tout ce qui va être lié à la veille marketing et à la veille concurrentielle, qui est diffusée après sous forme de newsletter. L'autre aspect qu'on a développé cette année, c'est une campagne de mailing. Nous avons lancé une campagne de communication ciblée depuis janvier 2012 avec des mailings mensuels combinés à des offres promotionnelles. Cette campagne est réalisée auprès de plus de 50 000 personnes tous les mois et elle s'adosse aussi sur notre site web institutionnel avec la mise en place de landing pages qui sont dédiées à chacune de nos promotions ou de nos mailings. Alexis Krobeck, merci pour cette interview. Bonne journée. Merci. Bravo Alexis. Vous avez eu le témoignage de Manulog sur leur pratique du digital tous les jours et de ce qu'ils font en fait avec leur site internet. Donc vous voyez que chez eux en fait il y a eu un travail particulier notamment auprès de la direction commerciale, mais aussi un travail par rapport à leur objectif de rachat d'entreprise et de communication interne. Nous allons revenir en fait sur le sujet principal de cette intervention, qui était améliorer la visibilité des sites. Je vais rentrer dans le dur de la matière et vous donner maintenant les outils. C'est-à-dire le but, c'est qu'en ressortant de cette présentation, vous ayez un petit kit qui vous permette d'améliorer la rentabilité de vos sites. Alors je tiens à vous préciser que toute la présentation sera téléchargeable. Vous aurez l'adresse à la fin de ma présentation, à une adresse URL, et vous aurez l'intégralité du document au format PDF. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Internet n'était pas qu'une question d'informatique, mais il y a quand même un petit peu de technique. Et la technique aujourd'hui, elle se résume relativement facilement. Il y a un mot magique, un mot-clé, c'est le HTML5. Alors le HTML5, je ne vais pas vous expliquer les différences entre les différents langages, je ne suis pas là pour ça, ce n'est pas ma mission. Par contre, je vais vous dire quels sont ses avantages. Le but de le HTML5, c'est de pouvoir en fait associer deux avantages, le multiplateforme et le référencement optimisé. Le multiplateforme, on va le voir, c'est la capacité de construire un site internet, un seul, et de le rendre accessible au PC, au Mac, aux tablettes et aux smartphones, iPhone et iPad compris. Vous le savez tous aujourd'hui, iPad et iPhone ne supportent pas le Flash, donc tout site en Flash ne fonctionne pas. Le HTML5 est un palliatif, et donc avec le HTML5, on va travailler l'accessibilité du site. Si par exemple vous avez 25% de vos clients qui se connectent en mobilité, s'ils sont en Flash, eh bien tout simplement ils ne se connecteront pas à votre site, ce n'est pas possible techniquement. Le HTML5 permet aussi un référencement optimisé. Alors, le Web 3.0, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. C'est tout simplement la capacité, si je le fais de façon très imagée, parce que c'est un petit peu complexe, Google aujourd'hui se comporte comme un dictionnaire. Lorsque vous tapez, je ne sais pas, un mot, il n'analyse pas le sens. Il le compare de façon syntaxique. Demain, Google pourra le comparer de façon sémantique. C'est-à-dire qu'il pourra comprendre le sens des phrases, il pourra comprendre le sens des mots pour une vocation principale, la pertinence des résultats. Combien de temps vous perdez à chercher des résultats dans Google qui ne correspondent pas à vos attentes? C'est ça le web sémantique. Et le HTML5, pour plein de raisons techniques, permettra d'être compatible avec cette vision sémantique et finalement très ergonomique des recherches sur Internet pour les internautes. Alors l'Internet mobile, quand même 18 millions de mobinotes, je suis sûr que tout le monde aujourd'hui a un portable, c'est une certitude, et que beaucoup d'entre vous ont au moins une fois pour des raisons pratiques, pour des recherches de plans, pour des recherches d'adresses de téléphone, utilisé leur smartphone
pour faire des recherches sur Internet. C'est ce qu'on appelle les mobinotes. iPhone, 70%, 23% d'Android. Sachez qu'il va y avoir certainement un renversement dans les années à venir, ou plutôt équilibrage, c'est-à-dire qu'on se dirigerait certainement vers du 50% iPhone, 50% Android, vu que les grands constructeurs comme Samsung se mettent sur l'Android. BlackBerry, 4%, pas très intéressant. Eh bien si, c'est très intéressant parce que ce sont des flottes d'entreprises pour vous. Donc la plupart des gens qui ont des BlackBerry travaillent en entreprise. Ce sont des supports qui sont financés par les grandes entreprises en général. Donc pensez toujours, c'est pas le volume qui fait la transformation sur Internet, c'est le ciblage. Donc parfois 4% d'internautes, ça peut être beaucoup plus intéressant que 15% d'internautes indifférenciés. Je vois des gens qui serrent les poings et qui font « hurrah » au premier rang. Je vais ici maintenant, casser une idée reçue, dire les iPads, les iPhones, c'est que pour les jeunes. C'est pas vrai. Regardez le profil type de l'utilisateur d'iPad. C'est un homme, il a de 35 à 42 ans, CSP+, ça on peut le deviner parce qu'un iPad c'est quand même un petit budget. Il est marié ou en couple, rien à voir avec les tablettes, et il l'utilise à domicile. Il l'utilise pas pour l'instant au travail dans sa grande majorité, ou il l'utilise pas dans la rue. Imaginez, ça tient pas dans une poche de veston. Et pour lire la presse d'actualité générale ou presse économique. Donc, ce qui m'intéresse énormément là à ce niveau-là, c'est qu'il utilise son iPad à domicile, peut-être pour lire la newsletter, d'une entreprise DLR. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas qu'il la lise sur iPad, c'est qu'il la lise dans un contexte où il est extrêmement réceptif aux messages, c'est-à-dire assis dans son salon avec la télé allumée et avec son iPad à côté. Donc vous voyez le problème de la tablette. C'est pas un problème technologique, c'est un problème de contexte, c'est un problème marketing. Donc l'iPad ne fait pas partie de l'Internet mobile, l'étude vous le prouve. Par contre, les CSP+, font que ce sont des décideurs intéressants pour vous et qu'il est utile de communiquer sur un iPad. Alors évidemment, je ne vais pas vous reparler des différences ergonomiques entre un site internet et un iPhone. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème de format, il s'agit aussi d'un problème de contenu. Je ne vais pas consulter le même contenu sur un iPhone que sur un PC par exemple. Donc pensez à hiérarchiser l'information de façon différente, et il est évident que sur un iPhone, je vais vouloir accéder aux informations prioritaires, le plan d'accès, le téléphone, le contact, les fiches produits. Maintenant, tout l'historique de l'entreprise, si vous le mettez sur votre homepage, finalement, ergonomiquement sur un smartphone, c'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà surfé sur un smartphone, zoomé, pinché, etc. C'est sympa, mais c'est quand même pas très pratique. Donc, pensez à adapter vos contenus à ces nouveaux médias. On a parlé de technique, vous avez vu, j'étais très léger, mais j'ai dit des choses quand même qui sont essentielles dans votre réflexion. Revenons rapidement au marketing. Alors ici, peu de personnes s'adressent au grand public, et je crois que même 100% de personnes s'intéressent à un public B2B, à des professionnels. Donc on va utiliser le camembert rouge. Si on demande quels sont les objectifs les plus importants pour les spécialistes du marketing digital en B2B, c'est curieux, mais ce n'est pas générer des ventes. C'est générer des contacts. Alors ça s'explique souvent parce que les activités B2B, finalement, il n'y a pas forcément énormément d'e-commerce. Donc, il y a véritablement des stratégies différentes entre la génération de contacts et la génération de ventes. On y reviendra. L'origine des consultations, c'est 48% de consultations en direct, c'est-à-dire de personnes qui tapent l'URL de votre site dans Internet Explorer, Firefox, comme vous voulez, et 40% qui en fait font une recherche sur un moteur de recherche. Alors je serais censé vous dire le digital c'est le top, c'est le Saint Graal. Eh bien je suis aussi directeur général d'une agence de communication et pas d'une agence de communication interactive. Ce que je veux dire par là, si vous avez des documents papier, si vous avez des plaquettes, si vous avez des cartes de visite, si vous avez des signatures d'email, mettez votre adresse URL, ça va vous générer de l'audience, ça coûte rien et croyez-moi ça peut être 20% de votre audience parfois. Donc on va y revenir, mais on est aussi dans le 360 ici. Internet ne doit pas se considérer comme un média isolé. C'est un média qui fonctionne en miroir des autres médias traditionnels. D'ailleurs, vous le voyez tous les jours, de plus en plus de spots TV mettent en avant une adresse URL. C'est qu'il y a vraiment une raison. Et le top du marketing aujourd'hui, c'est de savoir faire résonner tous ces médias en parallèle. C'est vraiment une alchimie intéressante.
et qui garantit des résultats. Alors aujourd'hui, lorsqu'un internaute recherche le nom d'une société ou d'une marque sur Internet, 70% trouvent le bon site. Ouf, ça veut dire que 30% ne le trouvent pas, ce qui peut être un petit peu problématique. Et je crois que de tête, 23% trouvent un site équivalent. Ça veut dire qu'ils sont à la concurrence. D'où l'intérêt d'être bien référencé et d'être bien présent sur les moteurs de recherche. On va y revenir. Alors là, vous avez un gros mot, parce que dans l'Internet, il y a beaucoup de mots d'origine anglo-saxonne. J'essaye d'en dire peu, mais le SEO, c'est tout simplement le Search Engine Optimization. Ce sont des spécialistes du référencement sur les moteurs de recherche. Et là, vous avez un schéma global que je ne vais pas vous détailler parce qu'il est extrêmement complet, je vous engage à le lire, mais qui vous donne les clés du succès pour un bon référencement. Le contenu en vert, la confiance en orange ou en jaune, je vais y arriver. Le netlinking, c'est extrêmement important. Sachez que Google, alors Google c'est comme Coca-Cola, c'est une formule secrète. On boit tous du Coca-Cola, on va tous sur Google. Comment ça marche? Je serais l'homme le plus riche si je le savais. Donc grosso modo, nous webmarketeurs, on passe notre vie avec des techniques empiriques pour comprendre quel est l'algorithme de Google. Parfois, on a quelques doutes sur l'équité d'ailleurs de ces classements. Tout ça pour vous dire que cet algorithme comprend les 4 phases que je vous montre ici. Celle-ci, 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 celle-ci. Le netlinking, c'est la popularité, ce sont le nombre de sites qui recommandent votre adresse URL cliquable dans leur propre site. Un partenaire A met votre adresse URL dans ses pages, je clique, je vais sur votre site. Et comme Google est un peu Big Brother en ce moment, eh bien il le sait, il le calcule et il l'intègre dans ses algorithmes. De la même façon, quand je vous parle de confiance, Google, comment peut-il faire confiance à votre site? Eh bien, il connaît l'audience de votre site, figurez-vous. Parce qu'il sait très bien combien de personnes font une recherche sur le nom de votre marque et combien de personnes atterrissent sur votre site. Et la confiance de Google, eh bien, tout simplement, elle passe aussi par l'audience de vos sites. L'accessibilité, on en a parlé en mauve, c'est la capacité en fait d'être accessible de façon complètement déconnectée des supports, que ce soit du mobile ou que ce soit de l'Internet fixe. Si vous maîtrisez tous ces paramètres, ils sont quand même un petit peu compliqués, je vous encourage à faire appel à des spécialistes, vous boostez votre référencement sur Internet. Le marketing digital. Alors le marketing digital, la base de tout, c'est de différencier les stratégies push and pull. Alors le vrai problème des PME, en général, elles ne font que du pull. Le pull, c'est quoi? C'est comme à la pêche, attendre que le poisson morde. Encore faut-il qu'il y ait des poissons. Donc grosso modo, c'est attendre que l'internaute atterrisse sur votre site internet parce que il vous aura vu à la télé, parce que il aura tout simplement fait une recherche dans un moteur de recherche et vous êtes dans la première page. Donc, en pull, vous avez le référencement naturel, c'est ce que je dis, être présent sur les moteurs de recherche. Le netlinking, c'est les liens qui vous recommandent. Le web social, Facebook, les blogs, forums, le contenu comme de la vidéo. Vous ne pourrez être efficace que si vous faites à la fois du pull et du push. Le push, c'est aller chercher l'internaute là où il se trouve, c'est-à-dire hors de l'empreinte, entre guillemets, digitale de votre propre société. Les emailing, les newsletters, le SMS. Le SMS n'est pas mort, utilisez-le, c'est très efficace. L'e-pub, alors avec les bandeaux, Google AdWords, c'est-à-dire l'achat de mots-clés, les relations en presse en ligne, j'envoie un communiqué de presse, signature email, j'en ai parlé. Votre capacité à faire du push et du pull à la fois et à ce que les opérations se répondent, c'est ça l'efficacité du marketing digital. Je vais vous donner un exemple très concret, en fait, où vous allez voir comment on peut faire répondre du contenu, sa diffusion et les différents outils que je vais vous présenter. ROI, ça se lit ROI en français, et en anglais Return on Investment, c'est-à-dire le retour sur investissement. Je vous donne un très grand secret, vous verrez ça nulle part ailleurs. Parce que aussi dans nos métiers, il y a un petit peu de lobbying, les régies publicitaires, etc. Je vais vous donner les 3 outils les plus rentables d'après les experts en marketing digital. Alors c'est en anglais, House Email. House Email, ça veut dire vos propres emails, vos bases de données à vous que vous êtes constitués à la main sur vos tableaux Excel. Ça, c'est extrêmement rentable. SEO, vous le voyez en mauve, ça, c'est le référencement naturel ou payant, c'est-à-dire la page d'entrée aujourd'hui sur Internet. La plupart du temps, ce n'est pas la homepage de votre entreprise, c'est Google.
Et le troisième point, ça va être les recherches sur les moteurs de recherche payantes, c'est-à-dire l'achat de mots-clés, par exemple, sur Google de AdWords. Ces trois outils-là sont les plus rentables. Vous voyez dans mon petit schéma une grosse bulle rouge où il y a marqué banners, c'est-à-dire les bandeaux. La taille de la bulle, c'est à peu près le montant des budgets. Alors c'est bizarre parce que la bulle rouge est assez importante et pourtant elle ne paraît pas la plus efficace. Eh bien c'est historique. Tout simplement en 90, on faisait de la publicité par bandeau et on ne faisait pas forcément de la publicité textuelle via AdWords. Donc les budgets marketing sont restés comme ils étaient en 1990. Est-ce que c'est le plus rentable pour vous? Est-ce que ça va générer du lead? Est-ce que ça va générer du chiffre d'affaires? Non, il y a des techniques plus efficaces. Voyons-les ensemble. Le contenu, extrêmement important. Alors je sais que certaines personnes ici vont sur leur page statistique, notamment du Google Analytics, et voient que pas beaucoup de pages vues, pas beaucoup de temps passé sur les pages. Eh bien c'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. Aussi Internet, c'est le média du zapping. Je saute d'un site à un autre. C'est vraiment, difficile de retenir l'audience d'un site. Donc grosso modo, ça fait 5 secondes par page en moyenne. Donc autant vous dire que la page, il faut qu'elle attire l'attention, qu'elle soit synthétique et qu'elle aille directement à l'essentiel. Les motivations des internautes pour faire des recherches sur un moteur de recherche, c'est trouver de l'information sur un produit ou un service. Ça, c'est intéressant. Et parfois aussi, à 30%, quasiment, participer à un jeu concours. Alors au niveau du B2B, on parle plutôt d'incentives, de fidélisation. Mais tout ce qui vous permettra de communiquer, de vous donner des occasions de communiquer, ça c'est important sur Internet, va vous permettre d'animer votre site Internet et d'attirer une audience ciblée. Alors, une page très intéressante, puisqu'il s'agit des raisons qui font que l'internaute, alors il s'agit là d'une étude sur les PME, va quitter immédiatement votre page d'accueil juste après l'avoir vue. Dans un premier temps, bon évidemment, si ça ne correspond pas à sa recherche, c'est 71% des cas. J'insiste sur le deuxième point, la confiance, aspect général qui n'inspire pas confiance. Donc c'est un petit peu comme une personne, vous la voyez pendant 10 secondes, 20 secondes, vous vous faites une idée. Hein. Sur un site internet, c'est pareil. Disons que les 5 à 10 premières secondes font que vous restez ou vous ne restez pas. Alors là, pour le coup, les couleurs, le design, l'apparence que vous voulez montrer, le professionnalisme, l'image de marque, extrêmement important pour retenir l'internaute. Le contenu est roi, je vous l'ai dit. Je ne vais pas, entre guillemets, vous faire une liste à l'après-vert de toutes les tactiques éditoriales, mais grosso modo, lorsqu'on interroge les spécialistes en marketing, le post d'article est extrêmement important, que ce soit dans les blogs, que ce soit dans leur site internet, que ce soit via des sites portails sectoriels par exemple. Les médias sociaux, ça c'est une tendance de fond. On verra que ce n'est pas forcément le plus efficace parfois en B2B. Suivi des blogs, e-newsletters et aussi des études de cas. Alors ça c'est une tendance lourde. Ce que j'ai fait avec Manulog, ça s'appelle un testimonial. C'est-à-dire que plutôt que m'exprimer sur ma marque, donc je peux être sujet, évidemment, je vais vous parler en bien d'Horizon Bleu. Je vais faire parler mes clients de ce que j'ai fait pour eux. Le testimonial, c'est une technique de contenu extrêmement intéressante, attendue, qui vous positionne dans une communication moderne sur Internet. Et ça peut évidemment passer par de la vidéo. La vidéo, je viens de vous en parler. Les livres blancs, on verra un petit exemple de livre blanc par la suite. Au niveau d'efficacité, toujours pareil, je ne vais pas vous citer des outils, je vous donne aussi les outils qui nous semblent les plus efficaces. Alors ça commence par le bas, ce graphique en fait que le support qui se trouve en bas est le support qui inspire le plus confiance, qui est le plus efficace pour les professionnels du marketing. Eh bien, surprise, vous voyez que le média social est tout à fait en haut, c'est-à-dire qu'il n'y a que 50% des hommes de marketing qui pensent que c'est véritablement efficace. Attention, pas efficace en termes d'image de marque, efficace en termes de retombées économiques mesurables immédiatement. Donc, les réseaux sociaux, il faut y être, mais il faut bien réfléchir à quel réseau social. Est-ce qu'il est intéressant d'être sur Facebook? À vous d'y réfléchir en fonction de vos activités. Est-ce qu'il est intéressant d'être sur Viadeo? Ah oui, certainement si vous faites du B2B. Sur LinkedIn, oui, certainement si vous faites du B2B. Donc, grosso modo, choisissez bien votre plateforme sociale. Toutes ne sont pas adaptées à votre activité. Le livre blanc, alors là, il s'agit tout simplement, sous le couvert du livre blanc, de parler des erreurs à ne pas commettre en termes de contenu.
Du plus déceptif au moins déceptif. Le plus déceptif, c'est une mauvaise rédaction, pas de style, quelque chose de décousu. Le deuxième point, c'est des propos qui ne sont pas assez techniques, pas assez précis. On nous dit souvent, agence de communication, parfois vous faites un peu du yaourt marketing. Je crois qu'il s'agit de ça. Le troisième point, c'est pas de cas concrets, pas de cas réels. Eh bien, on y revient sur le testimonial. C'est une technique simple et qui, en plus, vous permet de discuter avec vos partenaires, de vous rapprocher d'eux avec un support qui les valorise. J'arrête là avec les erreurs à ne pas commettre. Dans le contenu, vous avez tous entendu parler de Rich Media. Le Rich Media, c'est notamment la vidéo. Sachez que 75% des internautes ont regardé une vidéo au cours du mois. Et vous imaginez, oui, mais c'est mon fils qui a 15 ans et qui est dans sa chambre, qui est sur Dailymotion et qui regarde des gags. Pas du tout. Aux surprises, la tranche des 35-49 ans est la tranche qui consomme le plus de vidéos parmi les vidéonautes. Donc, ce support-là, qui est un support moderne, concerne vos cibles. Je vais faire un énorme bémol à ce que je vous ai dit. Si vous mettez une vidéo de 45 minutes sur Internet, autant ne pas la mettre. Donc, ce qui marche sur Internet, et que ce soit de la vidéo ou autre chose, ce sont les formats courts. Vous avez un graphique qui vous montre la déperdition d'audience en fonction de la durée de votre vidéo. Essayez de ne pas aller au-delà de une minute. Alors, si vous avez des vidéos qui font, je ne sais pas, 7-8 minutes, vous les tronçonnez, vous faites, une lecture pas linéaire avec des titres qui fassent que je vais sur la 4e vidéo parce que c'est le sujet, c'est le discours qui m'intéresse se trouve sur la 4e vidéo. Donc, tout ça, ce sont des techniques qui prouvent que Internet est un support à part sur lequel il faut avoir des réflexions particulières, que ce soit en termes de marketing ou que ce soit en termes de contenu. Le 360 degrés, ça, c'est aussi un élément fondamental dans Internet. C'est votre capacité à faire le lien avec votre activité physique et votre activité virtuelle. Je vous donne des exemples. L'Internet mobile, je me trouve dans, un centre de location et je vais pouvoir utiliser mon Internet mobile pour entrer en relation avec votre site Internet. Les QR codes, vous connaissez ça, un petit tag qui me permet d'être relié directement à un site Internet. Les bornes tactiles, les jeux concours, les études et enquêtes aussi qui se font sur Internet. Tout ça a un but, générer des leads, en bon français, alimenter une base de données de contacts. Alors en pratique, je ne vais pas revenir sur ce que nous avons dit. Il nous reste très peu de slides, nous avons quasiment fini. Le web marketing, le 360 degrés, nous en avons parlé, mais j'aimerais que vous reteniez vraiment une information importante par rapport à mon intervention. Et là, je me positionne moi en tant que prestataire. Donc j'ai été de votre côté parfois, puisque j'ai été aussi, moi, donneur d'ordre. Aujourd'hui, je suis prestataire. Je vous donne un conseil. Réfléchissez bien à vos cahiers des charges. C'est-à-dire que si vous comptez sur vos prestataires pour réfléchir fondamentalement à votre stratégie, vous vous trompez. Pourquoi ? Parce que vous êtes les seuls à connaître vos clients, vos métiers, vos problèmes politiques, vos problèmes opérationnels. Ce qui veut dire que si vous ne dépensez pas un minimum de temps en amont, en réflexion, sur quelques points clés, le contenu, l'ergonomie, le modèle économique, qu'est-ce que je vends, grosso modo, eh bien vous allez gagner du temps, parce que ce que va vous apporter votre prestataire, c'est plutôt une solution technique, un beau paquet cadeau entre guillemets avec des infographistes, mais fondamentalement, c'est vous qui devez réfléchir à comment susciter l'intérêt de votre audience. Ça, c'est extrêmement important. Un exemple en pratique, et nous aurons fini en fait. Un exemple en pratique, et en fait, c'est le condensé de tout ce que je vous ai dit. Donc, en une seule opération, à partir de la création d'un livre blanc, je vais mettre en œuvre tout ce que je vous ai expliqué là. Donc, ça prouve que même sur une action, on peut faire quelque chose d'extrêmement complet. Donc, pensons mécanique marketing. Une mécanique marketing, pour des hommes de communication, c'est se créer des occasions de communiquer. C'est bien d'aller contacter de futurs clients, mais qu'est-ce qu'on va leur dire ? Qu'est-ce qu'on va leur proposer ? Qu'est-ce qui va apporter une valeur ajoutée ? Alors, je dirais même, je vais faire un petit jeu de mots. Pas une valeur ajoutée, une chaleur ajoutée. On parle aujourd'hui de marque relationnelle. Qu'est-ce qui fait que le lien entre vous et le client, il y a quelque chose de spécial, quelque chose qui va le fidéliser ? Eh bien là, j'ai créé une action de visibilité qui passe par la création d'un livre blanc. Donc si je suis mes petits bullet points, mon petit listing, ma petite checklist, je vais d'abord réunir mes équipes pour définir une ligne éditoriale. Qu'est-ce qu'on va dire ?
Je vais faire une vidéo en interne, je vais mettre en avant un de mes collaborateurs qui a une expertise. Je vais faire une vidéo testimoniale avec un client qui appuie mes propos. Une vue animée 3D, vous êtes sur des métiers techniques, c'est bien d'illustrer. La pédagogie, ça passe aussi par des schémas, c'est du rich media. Je vais créer, à côté de ce livre blanc, un blog sur lequel les clients, les partenaires, les prospects qui ont lu ce livre blanc vont pouvoir poster leurs commentaires. Oui, ça veut dire aussi modération. Pensez-y, c'est du temps, c'est des ressources en interne. Et c'est là où j'amène en fait mes partenaires et mes clients dans ma marque, dans un univers. Qu'un client dise des choses négatives ou dise des choses positives, il est dans votre univers de marque lorsqu'il s'exprime à votre sujet. Alors tant qu'à faire que ce soit positif. Je vais aussi alimenter une newsletter en annonçant la thématique de ce livre blanc et je vais faire un e-book. Un e-book, c'est ce que vous pouvez trouver sur les iPads et qui se feuillette un petit peu comme un livre. J'ai tout mon contenu. Là, j'essaye de retenir l'attention de mon audience avec un contenu à valeur ajoutée. Et maintenant, ma difficulté, ça va être de diffuser des vidéos, du print, des témoignages, certainement un document PDF, de les amener également sur un blog, de les amener sur une page sociale. Comment je vais faire ? Eh bien, je vais réfléchir à ma diffusion. Toutes les tactiques que je vous donne là, pour la plupart, ce sont des budgets qui sont vraiment minimes. Ce n'est pas une question de budget encore à ce niveau-là, c'est une question de savoir. C'est comme vous avez des éléments que vous connaissez que je ne connais pas dans vos métiers. Et là, je vous donne des éléments qui vous permettent d'activer facilement la diffusion de vos prochains messages sur Internet. Évidemment, par rapport à ce livre blanc, je vais mettre à jour les actualités de mon site web. Je vais envoyer un emailing à mes contacts. Je vais annoncer sur Viadeo. Alors parfois, ça peut être le président, le directeur de la communication qui a sa propre fiche Viadeo et qui va dire « Voilà ce que je fais aujourd'hui au sein de mon entreprise ». Je vais faire des relations presse en ligne, envoyer un communiqué de presse par Internet à un portail qui fait que ça, des relations presse en ligne. Je vais annoncer sur Twitter, donc je fais un tweet, un gazouille comme on dit en français. Je vais poster mes vidéos sur YouTube et Dailymotion. Malin, je ne vais même pas consommer de l'hébergement sur mes serveurs. C'est Dailymotion et YouTube qui me permettent de poster les vidéos. Je vais acheter quelques mots-clés sur Google AdWords. Alors vous allez me dire, mais ça va coûter très cher tout ça. Bien non, parce que sur Google AdWords, vous pouvez très bien décider de n'investir que 50 € par mois si ça vous chante. Vous fixez le budget et il ne le dépassera jamais, 50, 500, 1000. Je vous conseille d'ailleurs de faire de façon empirique avec l'achat de mots-clés sur Google, d'essayer avec des petites sommes pour voir ce que ça donne, et après vous augmentez, vous diminuez. C'est vraiment quelque chose de vraiment pratique. Et au finish, je vais faire un lien vers mon blog. Si vous faites tout ça, normalement, vous devriez finir là, la DLR, c'est-à-dire dans la collection des imprimés sur l'iPad de votre client, et c'est plutôt gagné à ce niveau-là, s'il vous retient, parce que du coup, on est dématérialisé, oui, mais on est quand même enregistré sur son iPad. Donc c'est l'équivalent d'avoir la plaquette sur le coin, je vous le rappelle, de la table du salon. Donc tout ça, ça va vous demander un investissement de temps. Et ça, des investissements pécuniers, oui, mais on peut, les optimiser. Un investissement de temps, ça c'est sûr. Toute définition d'une stratégie, que ce soit la stratégie globale d'une entreprise ou la stratégie digitale, c'est un investissement en temps. En amont pour la réflexion en avant-projet. Durant l'activité, il va bien vous falloir des gens qui animent votre site, qui postent des contenus, qui changent les photos. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, de plus en plus de métiers émergent, comme les community managers, comme parfois aussi des secrétaires qui veulent se mettre à l'Internet parce que c'est un domaine qui les intéresse et c'est un enrichissement de leur métier. Ça arrive de plus en plus. Le troisième point, du temps pour activer les outils marketing que je vous ai donnés. Il faut rédiger des messages, il faut envoyer, il faut utiliser des logiciels parfois. Et également, le fait de faire vivre la société sur les espaces digitaux extérieurs à vos marques. Alors, je vais conclure par ce point-là. Vous pouvez penser que votre marque se restreint à votre site Internet, c'est une erreur. En fait, vous avez un espace de communication qui est votre site Internet et votre projet, votre challenge, c'est de rayonner sur tous les espaces qui parlent de vous et qui parlent de votre secteur et qui sont à l'extérieur. Je vais vous montrer une cartographie d'une entreprise avec tous les sites partenaires. Partenaires sectoriels, sites portail, presse spécialisée, ça donne ça. Alors, vous êtes sur le X, eh bien, votre mission,
alors c'est pas mission impossible, là c'est mission tout à fait possible. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est une fois avoir remodelé votre site internet comme vous l'entendez, c'est d'aller gagner de l'espace sur tous les sites qui vous permettent de parler de vous. Alors on a parlé de choses extrêmement sérieuses aujourd'hui, mais on dispose d'outils gratuits, outils payants, qui font que pour optimiser une stratégie digitale, finalement, croyez-moi, on est face à un jeu de stratégie. Et il s'agit d'occuper le maximum d'espace à valeur ajoutée sur votre activité avec les ressources que votre direction va vous donner en termes de budget, de temps, de compétences. Bonne vie digitale à tous.